C'est l'heure de vous informer. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Mal géré, l'échec laisse parfois des conséquences désastreuses. Les résultats du bac sont connus depuis hier à la suite du BEPC. Tous les candidats n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Comment gérer l'échec à un examen? On en parle. 20% des jeunes sont non scolarisés, sans emploi ni formation dans le monde. Les Nations Unies appellent à réimaginer les compétences des jeunes après la pandémie de Covid-19. C'est à l'occasion de ce 15 juillet, journée qui y est dédiée. Et puis, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin. Une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Des précisions à suivre dans ce journal. « 64,42%, c'est le taux national d'admissibilité des candidats au baccalauréat session de 2021. Les résultats sont disponibles depuis hier sur la plateforme électronique e-Résultats. Les admis au bac sont donc connus. Pareil pour ceux qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Deux catégories d'individus se distinguent à la suite de la proclamation des résultats d'un examen scolaire. De la joie pour ceux qui ont réussi, vous le savez, et puis de la tristesse pour les candidats qui ont échoué. Ces derniers, selon les recommandations, doivent faire l'objet d'accompagnement moral et psychologique de la part des proches. Le reportage à suivre traite du sujet, on regarde. Pleurs et désolations, ce sont là des émotions qui cohabitent avec les cris de joie à l'annonce des résultats des examens en général. Un ensemble de réactions justifiées. Ce n'est pas facile. Le candidat qui échoue n'est pas bien dans sa peau, n'est pas bien dans sa tête. Il a peur du jugement des autres. J'ai été au BPC 3 fois et j'ai été au bac 3 fois. Et il m'a fallu la perspicacité, la témérité pour toucher du doigt le bout du tunnel. C'est un genre de témoignage que seuls ceux qui ont réussi à surmonter leurs échecs peuvent rendre. Et parlant du bout du tunnel, tous ceux qui échouent à un examen ne l'atteignent forcément pas. Il peut y avoir le sentiment de « je ne suis plus utile ». Et parce que je n'ai pas donné le meilleur de moi, même parce que les parents ont mis tout leur espoir en moi et là, je les ai déçus. Et donc, parce que je ne veux pas faire face à cette déception, il peut y arriver des cas de suicide. C'est dramatique, c'est dommage qu'on en arrive là. C'est pour ça, lorsqu'il y a échec, il faut forcément qu'il y ait accompagnement. Autre conséquence, non moins désastreuse, l'échec consacre parfois aussi le retrait de l'apprenant du cursus scolaire. Ce n'est pas parce que l'enfant a échoué la première année qu'il faut forcément le sortir du système. Quand on échoue, il faut pouvoir se dire oui, j'ai échoué, quelles sont les causes de mon échec? Et par conséquent, il faut que je sache que l'année à venir, je dois donner le meilleur de moi-même pour pouvoir réussir à mon examen. C'est une thérapie qui donne toujours de résultats. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un Master 1 en communication, d'une licence professionnelle, tenez-vous tranquille, de l'École nationale d'administration et de magistrature. Et je suis aussi titulaire du DUG en droit. Je ne compte pas m'en arrêter là, mais pour quelqu'un qui n'a eu d'assistance que celle de Dieu, je pense qu'il faut louer le Créateur. C'est la volonté qui vous aide. La volonté qui amène à identifier ses faiblesses et à se relever, sans oublier, à côté de ceci, l'accompagnement des proches. Le processus de l'apprentissage, ce n'est pas si facile qu'on le croit. Les enfants qui y arrivent, c'est tant mieux, bravo. Mais ceux qui ont des difficultés, on doit forcément continuer par les motiver, les aider pour qu'ils puissent sortir la tête de l'eau. L'échec est un passage transitoire qui prépare au prochain succès, disait un auteur.
Je l'annonçais à l'entame de ce journal, à l'échelle mondiale, 20% des jeunes sont non scolarisés, sans emploi et ni formation, parmi lesquels 3 cas sont des filles. Le déclin de l'emploi causé par la Covid-19 n'a pas été compensé par le rendement de l'éducation et de la formation. Pour parer au plus pressé, les Nations Unies appellent les pays à réimaginer les compétences des jeunes après la pandémie en ce 15 juillet, date consacrée à la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes. Chefs d'entreprise et professionnels en ressources humaines en parlent dans ce reportage de Rodrigue Blondoumain et Patrick Adiaboudjou. Josaphat est patron d'une jeune entreprise de communication et de production audiovisuelle. Aujourd'hui, il est de plus en plus à l'affût de nouvelles compétences dans le numérique pour mieux exploiter les opportunités que lui offre l'après-Covid-19. Je suis vraiment satisfait des compétences qu'il y a autour de moi. J'ai tout fait pour m'entourer des professionnels, mais avec l'avènement du Covid, en plus de ce que nous faisons déjà comme communication, ce que nous faisons déjà comme travail, il fallait aller maintenant vers la communication digitale. C'est-à-dire avoir maintenant en termes de compétences quelqu'un qui s'occupe réellement des réseaux sociaux. Ça fait partie même des défis de notre société actuellement. Trouver le profil idéal du demandeur d'emploi qui a la compétence recherchée, un nouveau défi pour les entreprises. Si en milieu professionnel, l'adéquation compétences et emploi est à la pointe des priorités, les recruteurs sont aujourd'hui sensibles à l'agilité numérique des candidats à l'emploi. On doit réinventer les compétences et les adapter aux besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est digitalisé et donc si vous n'avez pas cette compétence, en plus de la compétence de base que vous avez, il y a fort à parier que vous ne pourrez pas intégrer le marché du travail. La compétence aujourd'hui exige un ensemble d'autres choses que ce que nous avons appris par le passé. Avant, on était géographe, historien et tout, mais aujourd'hui, on sera géographe numérisé. Si l'on ne peut pas utiliser l'outil numérique pour faire sa géographie, son histoire, son anglais ou son droit, on pourra passer à côté du marché de l'emploi. D'ailleurs, elle s'impose à nous. Si nous ne l'inventons pas, eh bien, nous l'avons subi. La compétence est une notion star. Selon ce professionnel en ressources humaines, tout demandeur d'emploi doit aujourd'hui savoir tirer parti du digital. Maîtriser cet outil serait un avantage pour les jeunes en quête de travail. On maximise sur le digital, on maximise sur le virtuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains métiers, surtout les métiers digitaux, dans lesquels les gens ils doivent se spécialiser, ils doivent aller au sommet de la spécialisation. C'est-à-dire qu'on veut que la personne qui est là, qui travaille, ait un certain nombre d'autres compétences transversales qui lui permettent d'être autonome dans la mesure du possible. Ça veut dire qu'il y a des spécialités qu'on doit réformer. Ce qui est certain, le monde du travail ne sera plus le même après le Covid-19. Réinventer et adapter les compétences des jeunes aux exigences socio-économiques actuelles serait une chance pour les pays en développement de renforcer la résilience des jeunes face à la crise de l'emploi. Et on s'intéresse à cette découverte. Vous ne le savez peut-être pas encore. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadja est spécialiste de la science des matériaux. Il nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins, ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez
moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. L'actualité au Bénin, madame, monsieur, ces dernières 48 heures a été faite de plusieurs informations. Voici un condensé de quelques-unes présentées par Émile Azokouta. La proclamation et la publication des résultats de l'examen du baccalauréat, session de juin 2021, sont attendues pour ce mercredi 14. Ainsi, les 82 938 candidats inscrits à cet examen seront fixés sur leur sort. Pour rappel, la correction des copies a pris fin vendredi dernier. À l'issue de la délibération, les résultats seront disponibles sur la plateforme www.eresultats.bj. Dans le cadre des aménagements, la portion du domaine public maritime de Filleon 1 doit être libérée d'ici la fin du mois d'août par les occupants illégaux. Selon le communiqué conjoint des ministres José Didier Tonato et de Raphaël Akoteyon, Filleon 1 justant l'aéroport international de Cotonou a été illégalement occupé à la suite d'une opération de lotissement non approuvée par les autorités habilitées. Ainsi, cette zone balnéaire de la route des pêches doit être impérativement libérée de toutes les formes d'occupation à compter du 1er septembre 2021. Toujours selon le dit communiqué, ce domaine est limité au nord par la rue dite Gondwana, au sud par la route des pêches, à l'est par la clôture de l'aéroport et à l'ouest par la voie pavée, en quittant Fijrosefin pavé vers Carrefour Wenoussou. Les occupants du dit périmètre sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les lieux sans délai. Près de 200 véhicules sans quittance de dédouanement ont été saisis et conduits samedi dernier à la base de la direction des douanes. L'opération qui a eu lieu ce week-end intervient après la révélation de la ténébreuse affaire d'immatriculation frauduleuse de 2646 véhicules par l'ANAT. Pour le directeur de la douane Saka Boko, il s'agit d'une opération de routine trimestrielle. Elle n'a donc aucun lien avec l'affaire ANAT, a-t-il expliqué. Pour rappel, s'agissant des 2646 véhicules frauduleusement immatriculés et non dédouanés de l'affaire ANAT, les propriétaires ont jusqu'au 14 juillet 2021 pour procéder au versement effectif des frais de dédouanement. C'était donc La Nation en bref de Émile Azokouta, réalisée, il faut le dire, hier. L'actualité, bien entendu, a déjà évolué. Et parlons des résultats du baccalauréat, vous le savez, ils sont disponibles depuis hier en soirée. On met le cap hors du Bénin. Le Ghana inaugure le plus grand échangeur routier d'Afrique de l'Ouest, financé par la Banque africaine de développement. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a officié la cérémonie qui consacre l'ouverture à la circulation du géant échangeur de Pokwasé dans la banlieue de la capitale Accra. Ce gigantesque chantier ouvert en 2018, qui fait partie intégrante du corridor routier Ghana-Burkina Faso, a donné corps aujourd'hui à un ensemble de bretelles autoroutière à 4 niveaux, une première du genre en Afrique de l'Ouest. La réalisation de l'infrastructure devrait permettre de fluidifier la circulation dans la mégapole ghanéenne et ses périphéries. En plus de réduire de 40% les accidents de la route, il est espéré qu'elle contribue à stimuler les échanges commerciaux du pays avec ses voisins. Ce sera tout pour ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. D'ici à ce soir, portez-vous bien.